Alors nous continuons de parler un moment de Madagascar avant d'aborder le Togo. Germain Pouly, c'est vous qui aviez la parole. Oui, donc je disais que c'est une situation inconfortable pour tout le monde. Pour tout le monde. Aussi bien pour cette cour-là qui est appelée à dépasser un peu ses compétences. Parce que quand le président la relance pour qu'elle explicite donc sa décision qui était assez claire, c'est que quelque part on veut qu'elle joue un rôle que certains juristes d'ailleurs contestent en disant qu'il n'appartient pas à une cour constitutionnelle donc de prendre ce genre de décision. Mais comme je le disais, c'est que ni l'armée peut-être qui pourrait mettre fin à ces désordres, ni l'opposition, ou encore moins le président sortant, aucune des parties ne détient la solution pour sortir de cette crise. Et donc ce que la Cour propose, à mon avis, peut-être le président sortant ferait mieux de s'inscrire dans cette logique-là. Ça veut dire qu'en tout état de cause, c'est lui qui est en position de faiblesse? Et pas tout à fait. Il est en position de faiblesse aujourd'hui parce que la rue ne faiblit pas et que l'armée n'est pas totalement engagée de son côté. Mais rien ne dit que s'il y a un processus électoral normal, il ne pourrait pas passer. Donc il faut une solution intermédiaire à travers un gouvernement de consensus et qui pourra peut-être aboutir à l'organisation d'une élection pour laquelle on ne devrait pas exclure des concurrents ou des candidats et que les Malgaches se prononcent. Alors, on avait quand même espéré que ces gars, quand la haute cour malgache avait avait annulé certains aspects de la loi électorale, que la crise allait s'arrêter. Mais quoi, on a une opposition qui a senti que j'ai blessé le lion, je dois l'achever. Oui, absolument, c'est de bonne guerre. Vous savez, nous sommes là sur un terrain politique et comme les Malgaches sont coutumiers du fait d'arriver au pouvoir sans passer par les élections. Et si c'est pas un coup d'État, c'est des arrangements parfois alambiqués, mais de toute façon, on estime que du moment où cela apporte la paix dans le foyer, ça peut passer. Et je crois que les Malgaches, il y a cette instabilité politique, même, vous savez, les Malgaches n'ont pas connu la guerre civile. Ça veut dire que quelque part, c'est peut-être des gens qui ont le sang chaud, c'est peut-être une forme traditionnelle de régler les affaires politiques, mais vous allez constater quand même qu'ils vont comme ça, mais finalement ils trouvent une porte de sortie, et 5 ans, 10 ans après, il y a encore le rebondissement. Mais seulement le problème, c'est que le pays n'arrive pas à se faire un espace pour réfléchir aux questions de développement. C'est que toute l'énergie du peuple ou bien des leaders sont engagés dans des contestations qui sont récurrentes et chaque fois c'est comme ça se passe un peu au Togo depuis 90 où nous utilisons les meilleures énergies, ressources que nous avons en nous à régler, à passer d'une crise à une autre, à réfléchir à la façon de sortir d'une crise, des crises qui ne finissent pas, on ne sait pas. C'est comme cela un peu à Madagascar. C'est un pays où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de paix non plus, mais ce qui est sûr, c'est que le pays est pauvre, un des pays les plus pauvres du monde, bien qu'il dispose des biens en termes de ressources du sous-sol, ou bien en termes même des compétences humaines. Le Madagascar est assez nanti, mais avec des querelles intestines et politiques, le Madagascar n'avance pas. Donc que le Madagascar s'enlise encore aujourd'hui à l'approche des élections dans une crise comme celle-là, je crois qu'après cette élection-là, il faut qu'il convoque un forum. Moi c'est ce que moi je leur propose, c'est que en temps d'accalmie, c'est en temps d'accalmie qu'ils doivent réfléchir à leurs problèmes, parce que c'est comme c'est en temps c'est quand on a du sou
qu'il faut faire des économies. C'est pas quand on n'a rien qu'il faut penser à faire des économies. Donc, en temps d'accalmie, en temps de paix, qu'ils doivent s'asseoir pour réfléchir et poser les bases de consensus, réfléchir sur les textes et dire que, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, nous nous entendons à faire tel. Je crois que c'est ce qui manque généralement dans les pays africains. Nous ne nous mettons pas ensemble pour définir, pour nous accorder sur les grands sujets qui engagent la vie de la nation. Et nous ne parlons de ces sujets qu'à l'approche des examens, à l'approche des élections. Et quand c'est dans des temps comme ça, c'est toujours difficile d'être sérieux. Tout à l'heure, mais Germain Pouliot, je voudrais que vous prononciez encore sur cette autre décision de la Cour constitutionnelle de Madagascar qui semble avancer la date des élections. Au lieu d'élections qui devraient avoir lieu entre novembre et décembre, elle préconise qu'elles aient lieu entre mai et septembre. Alors, on sait qu'en situation normale, le président a une durée de 5 ans au pouvoir. Vous avez une cour qui se permet de dire qu'il faut avancer la date des élections, ça risque d'écourter le mandat du président. On est là dans... Elle outrepasse quand même les prérogatives, là. D'écourter ou d'allonger? Non, ça écoute parce que les élections vont venir plus tôt, en mai, alors que les élections doivent avoir... Elle demande qu'elles soient organisées entre mai et septembre, alors qu'elles doivent avoir lieu entre novembre et décembre. Oui, bon, je crois que c'est dû à la crise. Ce sont des situations exceptionnelles. C'est vrai qu'on est habitué à prolonger le mandat du président comme en RDC, où on dit que le président peut rester jusqu'à ce que son successeur élu ne soit connu. Dans la situation malgache, c'est un peu le contraire. Il faut régler rapidement cette crise-là. Et encore une fois, c'est normalement par les élections. Qu'on peut stabiliser les choses, qu'on peut revenir donc à légitimer les personnes qui pourront donc travailler au nom des populations. Rapprocher dans la date des élections de quelques mois, c'est vrai que c'est peut-être 5 ou 6 mois de plus. Bon, c'est grignoter un peu le mandat, mais on peut supposer que c'est l'année électorale. On est toujours dans l'année électorale et il ne faut pas perdre de vue donc l'urgence de passer par les élections pour régler la crise. Parce que c'est toujours des situations intermédiaires et quand les transitions sont longues, aujourd'hui c'est comme si il y avait, quand il y a vacances de pouvoir par exemple, généralement dans la plupart des constitutions, quand le président de l'Assemblée arrive, il a environ 6 mois pour organiser les élections. Donc je pense que ce gouvernement qui doit être mis en place devrait s'activer dans ce délai. Mais c'est toujours bien d'avoir des dates indicatives. Après, maintenant, selon les réalités du terrain, ces dates peuvent être repoussées et on peut se retrouver finalement à un calendrier normal. Voilà. Chris? Oui, je crois que je voudrais juste ajouter un mot, c'est que à partir du moment où il est question d'un gouvernement de transition, je crois que en principe cela écourte, influence un peu l'air et le mandat. Ça déjà empiète un peu sur la jouissance normale du mandat du président. Parce que lorsqu'on parle de gouvernement de transition, ça veut dire que c'est un gouvernement de crise qui vient après une crise qui est installée spécialement pour une mission donnée. Et on ne doit pas, ce gouvernement-là ne doit pas s'installer. Parce que c'est un gouvernement à qui on a confié une mission précise. Et le gouvernement là va travailler pendant 3 mois pour, si vous comptez bien, ça va être ça va prendre peut-être à partir de juin, juillet, août. Et il est laissé le soin au président sortant de fixer quand même la date. On lui a donné un intervalle, mais on lui dit quand même qu'il choisit une date dans cet intervalle-là. Mais je crois que le gouvernement qui va s'installer, qui va être mis sur le chantier, c'est un gouvernement de mission, qui a une mission précise, qui ne vient pas pour conduire les affaires de l'État. Sinon, c'est un gouvernement qui va commencer aussi à faire ses affaires. Donc, il faut le prendre de court
et le presser de telle sorte qu'il s'engage dans l'essentiel qui soit au profit du peuple malgache. Ivy à l'oignon, vous avez vu, on avait quand même, au moment où Eri Rajoelina était au pouvoir, pensé qu'en organisant les élections, le problème serait résolu. On l'a fait, on a un nouveau président, à quelques mois de la fin de son mandat, un autre problème survient. Est-ce que, comme la Cour les envoie vers les élections, ça va être la solution? Bon, je crois que... Mais est-ce que ça va être la solution? On ne sait pas. On peut organiser ces élections, un nouveau président peut arriver, il y aura une contestation. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut que la société civile se réveille et dire aux acteurs politiques de cesser. Mais la société civile, elle ne peut faire que des propositions, elle ne peut faire que des sorties. Mais on a vu dans des pays, la société civile peut imposer. Non, elle n'a pas cette prérogative. Oui, la société civile peut mettre une pression. Oui, comment? Mais en mobilisant les gens. Déjà, c'est la mobilisation qui pose problème là. Parce que l'opposition mobilise. Si la société civile doit aussi se mettre à mobiliser, bon, on aura un pays finalement où tout le monde est mobilisé. Oui, donc on ne fait rien. Non. La mobilisation pour proposer des solutions qui vont à l'avantage du peuple malgache. Moi, je crois qu'il faut toucher à la Constitution pour bien préciser quelles sont les fautes qu'un président en fonction doit commettre avant qu'on le demande de le démettre. Ça existe dans toutes les constitutions, les hautes trahisons et tout cela. Si un président, par exemple, veut toucher à la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, je crois qu'il est de bon loi. Ça aussi, c'est de son droit. Hein, que le peuple, malheureusement, que le peuple la loi permet. Si on a une opposition faible, ça. Lorsque l'opposition n'est pas faible. Mon frère Alonio, c'est que le problème, généralement, c'est pas dans les textes. Mais c'est dans la gestion de ces textes-là. C'est les cas où l'arrangement que les gens trouvent justement avec ces textes. Généralement, les textes sont parfois très bien faits, mais si quelqu'un décide de ne pas honorer l'esprit de ces textes-là, je crois que la société civile va dire non, il faut le faire. Mais la société civile, aujourd'hui, dans les pays, chaque force avec sa société civile. C'est aussi parfois ça le problème. C'est seulement peut-être au Burkina Faso que, de façon un peu plus éveillée, mais on ne sait pas, au Sénégal, mais on ne sait pas ce que cette même société civile peut devenir avec les prochaines élections. Parce que nous avons des situations ondoyantes dans les pays. Ce qui est établi aujourd'hui, ça fait peut-être pendant 10-20 ans, c'est remis en cause parce qu'il y a d'autres leaders qui n'ont pas les mêmes appréhensions, qui n'ont pas les mêmes perceptions, qui n'ont pas la même vision, la même lecture du pouvoir et qui viennent et ça change avec eux. C'est ça le problème. Parce que nos démocraties ne sont pas encore totalement établies, ne sont pas encore bien éprouvées pour qu'on tire leçon des difficultés que nous avons. Tout le monde pense qu'il est l'homme de la situation à un moment donné. Mais ce qui intrigue ici, c'est que c'est la guerre des gens heureux. Mais oui, c'est la guerre des gens heureux parce que eux tous, ceux qui sont dans l'opposition, ont une fois goûté au pouvoir et il y a encore un pouvoir en place. C'est la guerre des gens heureux et c'est la pauvre population qui paie le tribut. Comme on le dit, si les éléphants se battent, les herbes souffrent. C'est les herbes qui souffrent. C'est pourquoi moi j'interpelle la société civile qui est censée protéger l'intérêt du peuple, parce que les politiques, nous savons que eux ils ont leur intérêt ailleurs. Chacun donne son programme qui vont faire ci, vont faire ça, mais arriver au pouvoir. Les politiques ne seront pas contents de vous écouter dire ça. Mais c'est clair, malheureusement c'est ce qu'ils font. Donc il faut que la société civile puisque au moment où, vous savez, aujourd'hui c'est le Madagascar, mais c'est un problème en général en Afrique. Au moment où des pays occidentaux, les Européens parlent de développement. Nous sommes là. Les Européens, on les cite en exemple, mais ils ont mis aussi des dizaines d'années pour asseoir la démocratie qu'on leur connaît aujourd'hui. Même pas des dizaines d'années. L'Afrique, des centaines d'années. Mais je crois que la façon dont nous posons nos pas, on l'oublie souvent. Nous on risque de dépasser les 16 centaines dans la façon dont nous posons les pas aujourd'hui. C'est en posant, on dit souvent que si un mouton doit être éduqué, ça dimanche. Voilà, donc la façon dont nous posons les pas aujourd'hui, nous risquons de dépasser les centaines et nous n'aurons jamais cette démocratie.
On espère qu'on puisse l'avoir malgré tous ces balbutiements. Nous abordons le Togo maintenant, la réunion des ACP. C'est un nouveau départ pour le partenariat avec l'Union européenne. Les ACP, c'est l'Afrique, Caraïbes, Pacifique, 48 pays subsahariens, 16 des Caraïbes, 15 du Pacifique et 28 de l'Union européenne. Une réunion des ACP se tient à Lomé. L'objectif, c'est de redéfinir le partenariat, les accords signés à Cotonou en 2000 aujourd'hui. Mais Germain, plus ce qui intéresse ici, enfin, ce sur quoi je voudrais qu'on puisse essayer peut-être d'axer le débat, c'est cette recherche permanente du continent africain d'être dans des partenariats avec l'Union européenne, comme si le continent ne pouvait pas se prendre en main lui-même, pardon. Oui, je crois que ça va peut-être être le renouveau de ce partenariat ACP-UE, parce qu'après 2020, il va falloir le redéfinir. L'Union européenne est confrontée à de nombreux problèmes internes. Et avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, l'Amérique aussi ne peut plus être ce grand frère bienveillant de l'Union européenne et offrir aussi ce qu'elle offrait à l'Union européenne. L'Union européenne qui aidait l'Afrique, le Caraïbes Pacifique aussi, était soutenue par les États-Unis. Il faut le reconnaître, c'est une solidarité internationale en marche. Aujourd'hui, les États-Unis se concentrent sur eux-mêmes. Trump veut faire grandir l'Amérique, qui a aussi ce problème et qui ne peut plus s'occuper des problèmes d'autrui. Et il va falloir que l'Afrique prenne le devant et comprenne finalement que les Européens, confrontés à de sérieux problèmes, avec les problèmes d'immigration et tout ça, par rapport à l'Afrique, aux pays pauvres, ne peut plus continuer. On a vu sur plusieurs plans l'aide européenne a baissé. Donc la coopération sud-sud doit être envisagée avec beaucoup plus d'efficacité. Je pense que ça va être à l'après-accord de Cotonou. Il y aura un grand revirement dans les rapports entre les ACP et l'UE. Et on espère beaucoup plus de responsabilité du côté des pays ACP qui doivent commencer par compter sur eux-mêmes, quand bien même on sait qu'on ne peut pas vivre en vase clos, on ne peut pas prétendre ne pas avoir besoin de l'Occident, mais que ces aides-là qui viennent, ce partenariat qui viennent, soient orientés un peu, que l'Afrique cesse d'être ce continent assisté, qui puisse peut-être discuter, même si ce n'est pas d'égal à égal, mais dans une situation d'équité beaucoup plus acceptable. Je pense que la réunion de Lomé a déjà tracé des pistes dans ce sens. On espère que ça va s'actualiser. Chris Sega, un nouveau partenariat, oui, mais vous savez que l'Afrique est souvent posture d'assistanat. Si on va vers un partenariat sud-sud, ça risque de couper les herbes sous les pieds de beaucoup d'États qui espèrent, même vous savez, dans la concession des budgets, on met toujours l'aide publique, l'aide extérieure. Oui, c'est l'Afrique qui s'infantilise. Et je crois que il faut qu'à partir de 2020, les négociations se passent autrement qu'elles se sont passées pendant les 20 dernières années. Parce que on a parlé du partenariat, mais ce n'est pas vraiment du partenariat. Il est vrai qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, comme le climat, comme la sécurité, comme le marché, import-export, on ne peut pas se dire que il faut jeter tout cela aux orties, dire que nous allons nous suffire à nous-mêmes, ou bien nous allons ne compter que sur les relations sud-sud. Il y a beaucoup de choses sont dites dans les discours, mais c'est généralement en pratique. C'est comme je le disais tantôt, nous avons souvent de très très bons textes. Avec ce qui se passe, la rencontre de Lomé actuellement, et le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a fait un très bon discours. Mais les discours, on en a. C'est ça, il faut une réorientation, il faut de l'audace, surtout pour que ces réorientations-là soient accompagnées d'actes
qui soit en l'honneur de l'Afrique. Parce que le problème est là. C'est vrai que sur la question de sécurité, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas les moyens d'organiser sa propre sécurité. Et si c'est ahurissant, l'intervention, même, vous comprenez qu'entre-temps, c'est l'UA qui avait décidé que, ben voilà, elle va envoyer un contingent chez Nkurunziza pour le remettre dans la droite ligne des accords d'Arusha, mais l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a fait finalement? Ça veut dire que 53 pays se mettent ensemble pour ne rien faire finalement. Ils ne sont pas en mesure de lever une armée que tous les 53 pays-là financent. Quand des situations comme ça sont observées au niveau des pays africains, on va se demander de quel partenariat part-il avec les pays nantis, les 28 pays de l'Union européenne. Il y a, en dehors du climat, il y a aussi la question de l'immigration. Les Européens ne veulent pas aujourd'hui que les Africains viennent les déranger chez eux, parce que la France l'a dit clairement qu'ils ne sont pas là pour recevoir les misères, toutes les misères du monde. Parce qu'aujourd'hui, les pays européens, comme d'ailleurs les pays occidentaux en général, confrontés à des situations difficiles économiquement parlant, sont en train de se protéger contre ceux qui peuvent venir leur poser des problèmes. Donc, dans des conditions comme ça, il faut que les pays africains se responsabilisent. Et la responsabilité en question doit commencer par la bonne gouvernance. Quand les ressources dont nous disposons sont rares, il faut savoir gérer ce qu'il y a et savoir où les placer pour que l'économie décolle. Il y a l'éducation, il y a l'économie, et il y a la santé. Mais à partir du moment où, à notre niveau, nous ne savons pas définir, c'est une stratégie à long terme pour le développement, nous serons toujours à la traîne. Quels que soient les textes que nous faisons, quelle que soit la beauté de ces discours-là, quelles que soient les décisions, il nous faut de l'audace. Mais il faut que l'audace-là soit accompagnée par les actes, et en commençant par la gouvernance et par les décisions stratégiques en matière de développement. Ivy Alognon, est-ce que finalement l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique, est-ce que ces pays-là vont pouvoir réellement se passer de l'Union européenne? Mais jamais. Mais même, est-ce que l'Union africaine, quand vous la voyez, il n'a pas de siège de ce nom. Même leur siège... Le siège, c'est un don chinois. Voilà. Mais comment vous pouvez vous en passer 53 ou bien c'est 53 pays? 54 pays. 54 pays qui n'arrivent, avec Soudan du Sud. Voilà, qui n'arrivent pas à se cotiser pour construire eux-mêmes un siège. Et le budget... L'Union africaine est financée à près de 55% par l'Union européenne. 80 ou bien 55. Et moi, ce que j'ai appris, c'est un peu trop. C'est à 80% pratiquement par l'Union européenne. Il y a d'autres bailleurs, les États-Unis, aujourd'hui, la Chine. Il y a la Chine aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que l'Afrique en général ne peut jamais s'en passer de l'Europe. Mais est-ce qu'elle ne peut pas ou elle ne veut pas? C'est qu'elle ne veut pas. Parce que c'est le continent, on parle du continent le plus riche. Voilà, c'est là où j'aimerais en venir. Que sans l'Afrique, je crois que l'Europe n'existerait pas. Mais on n'a pas... L'Europe a réussi à comprendre ça. Pourquoi l'Afrique ne comprend pas que l'Europe existait déjà avant? On n'a pas... Le problème ici, c'est que on n'a pas par exemple, quand vous prenez même notre phosphate ici, les produits n'arrivons pas à transformer ces produits et bruits-là en produits finis. Maintenant, c'est les Européens qui viennent chercher et achètent ça en quantité et en prix, en vil prix, ils transforment et puis nous ramènent à un prix très cher. L'exemple le plus palpable, c'est les chocolats. Voilà, les chocolats. Même dans nos pays africains, pour construire même des toilettes, on se réfère aux aides de l'Union européenne. Il y a un écrivain qui était sorti la fois dernière que j'ai suivi sur RFI, Hervé Kona, et qui disait qu'il était très révolté parce que dans son pays, d'abord au Bénin, il a vu 3 malheureux WC construits par l'Union européenne. Et à sa surprise générale,
Même dans ce pays, la Côte d'Ivoire, voilà 6 malheureux WC qui est encore construit par l'Union européenne. Et des gens, cette population passe, la tribu passe tout le temps à danser. Qu'est-ce qu'on peut, si lors de l'inauguration de cette chose-là, la Afrique passe tout le temps à danser. Mais je crois qu'on a du chemin à faire pour pouvoir sortir. Je crois que c'est vrai, on reproche à l'Afrique d'être assistée. Mais comme je le disais, les Européens se sont assistés. L'arrivée de Trump, ils ne sont pas contents. Ils ont tout fait pour que Trump ne soit pas élu. Ça veut dire qu'eux aussi dépendent de notre pays. Maintenant, nous sommes dans une situation de faiblesse, un peu comme la Chine. Nous sommes pour la plupart indépendants avant la Chine. Mais la Chine aujourd'hui arrive à jouer dans la cour des grands et à damer le pilon à certaines grandes puissances. Je crois que c'est le travail qu'il faut faire. Si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas produire. On peut s'en sortir. Donc je crois que les signaux là, on dit c'est le on peut s'en sortir. Il faut, pour cela je dis deux mots. Il faut de l'audace et de la bonne gouvernance. Merci Chris Ega, merci à Ilia Lognon, merci à Germain Pouli, merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.